Mesdames et Voilà. messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire consacré au retour d'expérience de la crise Covid-19 organisé par le SCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com et je suis ravie d'animer cette session avec Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Nada, merci à tous les participants d'être présents pour ce nouveau webinaire exceptionnel, comme les précédents d'ailleurs. Et puis voilà, nous sommes également ravis d'accueillir pour la seconde fois David Gruson, voilà, qu'on aura le plaisir de présenter avec Nada. En tout cas, voilà. Bonjour à tous et merci Nada Bonsoir à encore tous. d'avoir organisé ce nouveau webinaire. Voilà. Alors, c'est un réel plaisir de vous accueillir aussi nombreux. Encore bienvenue à tous les participants habitués et fidèles. Bienvenue aux nombreux journalistes qui nous suivent et qui sont connectés ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions le long de ce webinaire sur le chat et David sera ravi d'y répondre. Je précise également que cet échange est enregistré et sera retranscrit sur la chaîne YouTube en replay sur la chaîne Manager Santé qui compte près de 1000 abonnés. Donc, merci à tous les fidèles. Sans plus tarder, je suis ravie ce soir d'accueillir David Gruson qui a répondu déjà à un de nos premiers webinaires. Bonsoir David et encore merci de ta disponibilité. Bonsoir Nada, bonsoir Jean-Luc, très heureux d'être à nouveau avec vous, cette fois sous un angle un petit peu différent et bravo pour ce cycle d'intervention parce que je les suis régulièrement par ailleurs et je les vois en replay et c'est vraiment une matière incroyable que vous avez réunie ces dernières semaines. Merci encore de ton soutien. Alors, tu es actuellement directeur du programme santé chez Jouve depuis juillet 2019 et tu es professeur à la chaire santé de Sciences Po. Tu as été conseiller du Premier ministre chargé de la santé. Tu as à ton actif de nombreux ouvrages, des articles qui valorisent l'intelligence artificielle en santé et porteur de l'initiative Ethikia qui défend justement la régulation positive. Et aujourd'hui, on souhaite, avec Jean-Luc, avoir ton avis sur la gestion de la crise Covid-19 avec le recul. Donc, ça fait 3 mois qu'on t'a vu. Quel est ton regard sur la gestion de la crise Covid-19 et quelle a été la place de l'intelligence artificielle et quelle pourrait être sa place? Merci de l'invitation et puis de cet échange. Donc merci, je vois il y a Xavier Valin qui s'est connecté. Salut Xavier. Et puis salut à tous. Merci d'être présent. On est là pour effectivement un échange libre. Je parlais d'une gestion de crise à laquelle on n'a pas pris une part directe. C'est un exercice qu'il faut vraiment aborder avec la plus extrême humilité. Et je le dis en ayant eu dans mon parcours que tu as rappelé, merci, un peu une série d'expériences assez constantes de gestion de crise. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet nuage noir quand je me transporte d'un poste à un autre, mais sans être exhaustif, j'étais directeur adjoint du Kremlin-Bicêtre et je faisais l'intérim de la direction de l'hôpital en août 2003 quand il y a eu la canicule. J'étais stagiaire, j'ai chargé de mission à l'ambassade pendant l'ENA en Syrie juste après la guerre d'Irak, entre 2010 et 2012 à Matignon quand il y a eu la crise du Mediator, c'est un autre champ de partition. Et quand j'étais à la réunion des GCHU, on avait à gérer une suspicion de cas d'Ebola très très compliquée. Donc en fait, en gros, je vois un petit peu la matière. Cette crise du Covid-19, d'où je l'ai vécue, je l'ai vécue depuis Jouve. On n'a pas été dans la gestion de crise directe, par contre, on y a contribué avec d'autres dans l'apport d'outils numériques au service
des établissements de santé pour aider à la gestion de crise sur le développement de solutions d'IA d'aide à l'admission à distance. Donc, sur la gestion de crise, je serai très humble et peut-être deux ou trois commentaires quand même avec pas mal de recul, même si il y a des conditions d'enquête qui sont déclenchées, il y a des travaux d'évaluation qui sont mis en œuvre. Ce que je vais dire là ce soir, je le dirai vu de ma fenêtre sans avoir tous les éléments et en ayant la notion qu'il faudra avoir un matériau beaucoup plus large recueilli. Ce que je dirais, c'est que d'abord, sur les sujets numériques, c'est ce que je vois plus en ce moment depuis un certain nombre d'années. Je pense que ce qu'on a vécu est un rappel assez puissant à la place que peut jouer le numérique comme outil subsidiaire dans le système de santé. On a vécu une phase, on sort, j'espère, d'une phase dans laquelle en fait il y a toute une série d'acteurs qui en fait postulaient le remplacement des médecins, des soignants par des machines. On avait un discours dans lequel l'IA allait tous nous remplacer et extraire toute l'humanité du système de santé. Je pense qu'on en a eu un démenti assez clair. Donc le numérique, l'IA sont des outils subsidiaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des outils importants. Et j'y reviendrai. Ça, c'est le premier point. On a une crise gérée essentiellement de manière humaine et avec, dans une première phase, des intervenants humains qui sont intervenus dans des conditions parfois très, très rudimentaires. Et avec un niveau de précarité dépassant très souvent l'entendement de ce que m'ont envoyé les professionnels à qui il faut rendre hommage, qui ont été en ligne directe avec la gestion de crise. Donc ça, c'est le premier élément, l'importance de l'humain, le caractère subsidiaire du numérique. Deuxième point, dans la gestion de la crise vue de France, on a vu que les professionnels de santé ont eu d'ailleurs globalement tous les acteurs opérationnels du système de santé ont fait preuve de ressources organisationnelles, de capacité de créativité, de capacité d'invention, de réactivité hors du commun. À vrai dire, hors du commun, mais c'est cette réactivité hors du commun, moi je l'ai très souvent vu en phase de gestion de crise, dans des contextes de pression, de moments où il faut répondre à l'urgence. On a un système de santé et des acteurs qui savent se mobiliser pour y réagir. Tout le monde est sur le pont avec une capacité à faire. Dans ma liste de courses à moi, dans ma liste de crises à moi, je ne dois pas ne pas mentionner, je ne peux pas ne pas mentionner les deux alertes rouges cycloniques qu'on avait connues à La Réunion. Et là aussi, c'est des moments très, très fédérateurs où il y a une solidarité très puissante qui s'exerce entre tous les acteurs du système, des procédures qui se simplifient, une réactivité qui se fait jour. Néanmoins, quand on regarde les choses aussi avec un petit peu de distance, ce qui me semble avoir moins fonctionné, c'est sans doute notre capacité d'état-major, au sens plus large, c'est-à-dire la capacité à prévoir, à planifier. Alors, tout n'est pas prévisible. Ceux qui disent on aurait pu tout prévoir, je pense qu'ils se font le doigt dans l'œil jusqu'au coude où ils n'ont jamais été en situation opérationnelle réelle. Mais quand même, il y a eu, me semble-t-il, dans ce qui se dégage, une perte d'expérience de planification, de prévision, de préparation, de gestion un petit peu en retour d'expérience de tout ça, et puis une question d'approvisionnement logistique, avec évidemment les questions de masques, de tests qu'il faudra regarder de près, qui sont regardés de près. Je pense qu'il y a, au-delà de la question du Covid-19, une question de gestion, de logistique opérationnelle sur lequel il y a quelque part dans la chaîne de décision de l'État, dans la chaîne régalienne, une certaine perte d'expertise qui s'est manifestée. Et puis l'autre point sans doute à relever, c'est un retard à l'allumage dans la coordination européenne sur la réponse à tous ces sujets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu par le terrain, mais elle est venue tardivement et sans action concertée avec une série, au contraire, de désarticulations manifestes dont on a tous eu l'écho. Alors, dans ce tableau-là,
comment a joué le numérique. Et ben, je pense que l'apport du numérique dans la gestion de crise reflète assez bien ce petit tableau d'ensemble. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui se sont saisis en réactivité d'outils numériques, parfois en les réinventant, ou en demandant aux producteurs de solutions numériques de les réinventer, ce qui s'est passé pour nous. Le dispositif d'IA d'automatisation de la mission qu'on a mis en place a été réinventé en temps très court à la demande des acteurs du terrain pour répondre à des besoins d'aide à la gestion de la distanciation physique, ce qu'ont fait pas mal d'autres producteurs de solutions numériques innovantes. Donc, il a été utilisé en l'abandon. Il a été utilisé peut-être dans la gestion de crise plus finalement sur ses fonctions de back-office, de fonctions support, que sur les fonctions de gestion du risque médical lui-même. Alors, il y a eu des choses sur l'IA, avec le recours à l'IA, par exemple, des traitements massifs de CT scan pour aider au diagnostic du Covid. C'est Alibaba qui avait lancé le premier mouvement à partir de 5000 fichiers de CT scan pour aider à reconnaître le Covid, mais cette fonction de reconnaissance d'image est appelée sans doute à jouer un rôle important dans la suite du process, mais a joué finalement là aussi un rôle assez secondaire dans la gestion de crise elle-même. Il y a eu des choses peut-être un peu plus précises sur la mobilisation de données, sur la prédétection de foyers épidémiques. Vous vous souvenez de cette start-up canadienne Blue Dot qui avait croisé les données pour essayer de pré-repérer les foyers épidémiques, ce qui n'était en fait pas une réelle innovation. Il y avait des solutions précurseurs. Il y avait le projet AIM qui avait été mené au Brésil et en Malaisie sur le Zika, et le projet ESMAP qui avait été mené par les équipes de Boston sur le chikungunya, sur le croisement de données issues du système de santé et de données épidémiques pour repérer les foyers épidémiques. Donc, de l'IA d'aide à la détection des foyers épidémiques, et puis tout ce débat sur le data tracking. Alors ça mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il y a eu finalement, au moment où là on est le 30 juin, plus de data tracking dans le débat public que dans les faits réels. Et tu parlais, Nada, de ce qu'on fait avec Etikia et de la régulation positive. Précisément, la régulation positive doit servir à ça. Et là, je pense que sur ces questions de data tracking, il faut sans doute peut-être redonner quelques éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a eu des prises de position sur le mode le data tracking dans la réponse au Covid-19 est contraire à nos valeurs européennes. Il faut rappeler l'article 67 du règlement général européen sur la protection des données, qui a prévu précisément que face à une situation d'urgence sanitaire, de risque médical majeur, on peut s'extraire d'un certain nombre de contraintes formelles posées par le RGPD pour répondre au risque. On a pour autant que ces dérogations soient aménagées sous l'égide d'une autorité chargée d'une mission de service public. Donc, le RGPD a prévu un cadre de dérogation. Simplement, dans la mise en œuvre du data tracking, on voit bien qu'il y a eu des interprétations suivant les pays du data tracking assez différentes suivant les pays, avec une interprétation plutôt autoritaire, plutôt peu conforme à ce que l'on défend en termes de protection de liberté individuelle, notamment dans certains pays d'Asie. Et puis, finalement, un cadre de pensée européen sur ces sujets qui, finalement, s'est forgé assez tôt dans le débat sur le data tracking, avec l'idée qu'en Europe, on était plutôt précisément pour protéger les libertés individuelles, favorable au déploiement de solutions sur la base du volontariat et de solutions se déployant dans le cadre de dérogations minimales, ou en tout cas proportionnées par rapport à ce qui est nécessaire, par rapport aux contraintes du RGPD. Et alors, ce qui est à relever, c'est que par rapport à ce consensus que moi j'ai vu dans les débats internes à l'OMS, où je représente le Comité national d'éthique français dans la task force sur la régulation de l'IA en santé, il y a une convergence très forte des positions européennes. Ce qui est frappant, c'est que malgré cette convergence sur le fond, on n'a pas su mettre en place d'outils européens communs de data tracking. Chacun a fait ses propres applications.
en butant finalement sur des questions d'ordre technique ou sur des questions de positionnement vis-à-vis d'opérateurs tiers type GAFAM par rapport au déploiement de solutions de data tracking pour aboutir à ce que l'on voit aujourd'hui. Si on prend Stop Covid, c'est qu'on a en fait une application qui est entrée en force opérationnelle au moment où on était dans la décroissance, dans le pic de décroissance de l'épidémie en France. Ce qui ne veut pas dire que l'application est inutile. Parce que si l'épidémie repart, ce qu'il ne faut pas espérer évidemment, elle serait sans doute plus efficiente à ce moment-là. Mais ce qui veut dire qu'on a une application tardive dans un cadre national. Alors que les bons préceptes de gestion de crise auraient sans doute conduit à avoir une application plutôt précoce d'un outil conçu dans un cadre européen. Et pour vous dire le fond de ma pensée sur ça, évidemment, encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire avec un regard externe. Je pense, moi, en ayant plutôt une formation d'origine juridique, j'ai fait du numérique après, c'est qu'on a sans doute en France, dans les débats sur ces sujets, versé par excès de juridisme. Et ce que l'on défend avec Etikia, l'idée d'une régulation positive, c'est que parfois, il faut accepter qu'on n'aura pas un cadre formel protecteur pur et parfait, mais qu'il faut incuber l'innovation en la mettant sous supervision, en application réelle et en ayant un cadre de supervision là plutôt exigeant. Donc, admettre que toutes les contraintes formelles, toutes les précautions formelles ne sont pas purement et parfaitement respectées au départ pour piloter l'application en usage. Et ça, je pense qu'on a pris ce pli un peu tard. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Hein. Par exemple, les parlementaires ont introduit dans le vecteur législatif qui porte Stop Covid un comité de liaison qui fait la supervision de l'app en application réelle, ce qui est finalement assez proche dans l'esprit de ce qu'on avait recommandé avec Etikia, la mise en place de collèges de garantie humaine associant les professionnels et les représentants des patients dans la vie réelle de tous ces algos. Mais c'est clair que je pense que le risque d'une mise sous tutelle numérique de l'Europe sur ces questions de santé n'a sans doute jamais paru aussi palpable, aussi direct que pendant cette crise Covid-19. Donc, voilà, pardon d'avoir été un petit peu long sur la réponse à la première question, je ne le serai pas autant après. Mais la crise a été d'abord gérée de manière essentiellement humaine. Deux, le numérique a joué un rôle utile dans la gestion de crise. Trois, on a besoin d'Europe sur ces sujets-là et on a besoin de régulation positive si on ne veut pas que l'innovation soit conçue ailleurs et nous soit imposée en pratique. Merci beaucoup, Nada. Tu veux peut-être intervenir pour la première question, mais bon, vas-y, je te laisse. Oui, peut-être. Alors, c'est vrai que, David, tu as insisté sur la valeur humaine et la gestion humaine. Et donc, l'humain est caractérisé par une conscience. Dans ton deuxième volet de la trilogie ou du thriller, je dirais, Sarah, il s'agit d'une conscience artificielle, d'ailleurs avec une excellente préface de l'extraordinaire Cynthia Fleury-Perkins. Ça se passe en mars 2026. C'est juste une coïncidence. Tu es peut-être en avance. Donc, je voulais savoir pourquoi parler de conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de conscience? Qu'est-ce que tu entends par conscience artificielle? Oui, alors merci du coup de projecteur sur Sarah. Peut-être un mot pour vous redire d'où vient ce livre. Vous l'avez dit, c'était très très abusif. D'autres médias l'ont dit que c'était visionnaire. J'ai même lu prophétique. Je suis ni un visionnaire ni un prophète. Je pense que ce livre vient de quelque chose comme une boucle causale paradoxale ou une contingence que j'explique pas en fait. Plutôt qui s'explique, et qui s'explique même très bien. Je vous fais la chaîne de causalité qui mène à ce livre. Je suis donc là, je vous disais, j'étais à La Réunion. On a une situation de cas d'Ebola compliquée à gérer, fin 2014. Et je me demande après, en gros, est-ce que ça aurait été mieux géré si ça avait été une IAM en interlocutrice plutôt que le ministère de la Santé? C'est ça la question que je me pose. Le livre prend forme. Au départ, c'était d'ailleurs pas forcément fait pour être un bouquin, c'est plutôt fait pour être un cas de management. On avait d'ailleurs, avec le tome 1, joué ensemble dans une réunion de l'ESCP autour
du cas de management. Puis après, le tome 1 est sorti en juin 2018. Et donc, c'est bien ça l'impulsion initiale. Et puis, s'y ajoute après, derrière, des éléments que là, je n'explique pas. Hein. Il n'y a sans doute pas d'explication à trouver. En fait, dans le livre, il y a un des géants du numérique qui précisément met l'Europe sous tutelle numérique, s'appelle Pangolink. Et le symbole de Pangolink, c'est le pangolin. Et donc, en fait, quand le nom vient, donc là, on est boucle d'écriture en 2017. Et en fait, la réflexion, pour vous donner l'étymologie de Pangolink, ça vient en fait du mot panoptique. Vous savez, comme dans la philosophie de Jérémy Bentham, les panoptiques de surveillance complète. Et en fait, j'imagine un vecteur numérique qui est un panoptique qu'on aurait chez nous au milieu de notre séjour et dans lequel s'agrègent toutes nos données, en gros une espèce de super agrégateur de Netflix, de téléphone portable, de tout ça, qui à la fois nous propose des contenus et nous surveille. Et donc, du coup, Pangolink commercialise ça. Et en fait, le panoptique le mot pan vient de panoptique. Et après, tout se décompose. Go, c'est l'idée de mouvement des données et link, l'idée du lien. Et donc, du coup, j'ai forgé le mot. Puis après, je me suis aperçu qu'on pouvait avoir un sigle de pangolin. Et donc là, évidemment, cette résonance avec ce qu'on a vécu, je ne me l'explique pas du tout. De la même manière qu'il y a comme ça, je vous épargne la liste de ces coïncidences-là. Elles sont, pour moi, inexplicables. Le deuxième tome, ou alors explicable par d'autres éléments que la rationalité, mais je ne viendrai pas dans ce débat-là a priori. Et puis alors, donc ce livre sort en juin 2018. Il a bien fonctionné, au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, parce que je ne suis pas romancier, hein, je ne me considère toujours pas écrivain. Et à vrai dire, je n'avais pas forcément la notion qu'il fallait en écrire une suite. Et en fait, l'idée de la suite a commencé à prendre forme à partir des vacances de Noël de 2018. En fait, l'idée de garantie humaine de l'IA, hein, qui était portée par Etikia, vient du premier tome. C'est une notion qui est dans le premier tome. Là, cette fois, c'est de résonance positive avec le réel. Et en fait, la notion a été reprise dans la révision bioéthique à l'automne 2018. Donc, en fait, après ça, après avoir fait cet ancrage dans le réel, là, cette fois positivement, en fait, tout s'est passé comme si vous allez vous interroger sans doute sur ma santé mentale, parce que je ne vous spoil pas trop le bouquin, mais en fait, l'idée de base du livre, c'est qu'on voit à peu près tout ce qui se passe sous l'œil de l'IA qui gère la crise. Et donc, du coup, je pense que comme ancien énarque, j'étais qualifié pour écrire un bouquin dans lequel on parle comme une machine. Parce que c'est un peu le style, vous voyez, de la note administrative qu'on nous apprend sur les bancs d'école de l'ENA, mais en mode thriller. Et en fait, ce style-là, ou cette petite musique de Sarah, très rythmée, très machinale, en fait, a commencé à me reparler à peu près à ce moment-là, à l'automne 2018. Et donc, du coup, l'idée du tome 2 a commencé à émerger. Dans les retours des lecteurs, donc là aussi rien de visionnaire, rien de prophétique, hein. Dans les retours des lecteurs, il y avait notamment l'idée que sans doute l'histoire pouvait être approfondie par une réflexion au niveau européen et international. Et donc le tome 2 de Sarah, donc concrètement qui a été bouclé, là le manuscrit, je l'ai envoyé à l'éditrice la V0 en octobre 2019. Et on m'a fait en gros le premier bon à tirer au mois de janvier. J'avais aucune idée de ce que c'était le Covid-19 à ce moment-là. Et on a fait, j'ai eu droit, ce qui est exceptionnel, hein, l'éditrice a été sympa, un deuxième bon à tirer qu'on a bouclé au 15 février pour y insérer quelques ancrages par rapport à ce qu'étaient les débuts de la gestion de crise Covid-19. Mais donc, du coup, le thème de Sarah 2, c'est l'épidémie se poursuit au niveau européen et international. Et je décris dans une ambiance de campagne présidentielle en France.
où il y a un président sortant qui affronte une jeune candidate d'extrême droite, une ambiance de pression avec une épidémie qui s'est diffusée au niveau européen et avec des stratégies de réponse à la pandémie qui sont très, très désarticulées entre pays européens. Alors, dans Sahara 2, ça ne se passe pas exactement comme dans le Covid. En fait, on a en France une épidémie qui, après la crise Ebola à Paris en 2025, ça c'est l'objet du tome 1, semble maîtrisée en France. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre côté des frontières. En fait, on a une pandémie d'Ebola qui se diffuse, surtout en Belgique et en Allemagne. Et donc, la question centrale, c'est dans le débat politique français, c'est celle de l'accueil des réfugiés pandémiques, avec la candidate d'extrême droite qui s'appelle Tempérance Kernel, qui fait commerce de ça et essaie de mettre sur le reculoir le président sortant. Donc, en fait, Sarah, vous l'avez compris, est à la manœuvre. Elle est toujours cette présence à la fois secrète et omniprésente qui gère la crise et qui essaie d'apporter des réponses à tout ça. Donc il y avait cette idée-là, puis après il y avait dans l'intention du tome 2, vous vous souvenez peut-être du personnage de Mélusine, qui est la créatrice, conceptrice de l'IA, un médecin général du service de santé des armées. Et en fait, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin dans l'exploration de ce personnage, d'où elle est, d'où elle vient. Et d'une certaine manière, de le tirer un peu dans dans toute sa densité qui en fait m'était pas apparu complètement au départ. Et là aussi, c'est vos retours, les retours des lecteurs, qui m'ont aidé à comprendre finalement ce que j'écrivais. Je le dis, ouais, presque, ça s'est quasiment passé presque comme ça. C'est-à-dire que ce personnage de médecin général, de conceptrice de Sarah, j'ai appris à le connaître. Et en fait, elle me semble finalement recéler dans son évolution entre le tome 1 et le tome 2 un peu une triple dynamique. Elle est en fait, on le voit bien dès le premier tome, un peu dans la position d'un Victor Frankenstein, c'est-à-dire elle crée une machine qui finalement la dépasse, et avec laquelle elle a un rapport complexe, il y a une forme de dialogue un peu continu entre la créatrice et la créature. Ce qu'on découvre dans le deuxième, je ne vous en dis pas plus, c'est que ce dialogue est en fait irrigué par un autre rationnel qui est un rationnel très très intime, qui tient, vous vous souvenez, à la disparition de la petite fille de Mélusine, la petite Sarah, qui est morte à 7 ans d'une leucémie. Et en fait, on découvre qu'il y a là-dedans beaucoup plus d'intime que ce qu'on pense. Et cette dimension d'intime, de désir personnel, d'aspiration, très, très propre à Mélusine, l'amène dans le deuxième finalement à s'écarter de sa position officielle et à rejoindre une courbe qui est une courbe de marginalité, en faisant équipe avec le mouvement de résistance contre les robots, le M2R, qui est en fait un successeur des Gilets jaunes, et qui précisément se bat contre notre univers rempli de machines, de pompage de nos données de santé. Et donc voilà, ça se traduit par une course-poursuite dans ma région des Hauts-de-France pour essayer de répondre à la pandémie. Le scénario est tellement proche de la réalité à bien des égards qu'on pourrait s'interroger finalement sur, on va dire, les circonstances qui ont fait peut-être de façon un peu prémonitoire, hein, mais tu n'oses pas l'avouer, David, mais ce qui est tout à fait logique. Hein. Ce que tu écris n'est pas je dirais le scénario de ce qui peut arriver, en tous les cas, dans le contexte actuel. Mais néanmoins, cette formidable capacité, en tous les cas, de pouvoir traduire finalement un événement d'ampleur mondiale et avec, je dirais, des leviers qui sont des leviers totalement dématérialisés, hein, notamment voilà, le numérique, l'intelligence artificielle, en allant jusqu'à imaginer que
l'intelligence artificielle allait accéder à une certaine forme de pensée intime pour accompagner. Comment aujourd'hui, parce que nous sommes dans un contexte très troublé à l'échelle mondiale, comment tu penses que ce deuxième tome que tu viens d'écrire pourrait être utile et rendre service, alors je le dis tout bas, à celles et ceux qui assurent la gouvernance, mais en même temps, comme tu as dit tout à l'heure très justement, qu'il y avait un problème d'anticipation, un problème de pilotage, un problème de coordination, un certain nombre de situations quand même qui ont eu des conséquences assez importantes. Quel message tu pourrais transmettre à l'aune de ce tome 2 qui vient de paraître et qui suscite déjà un engouement très important? Voilà, alors qu'est-ce que tu pourrais… J'aurais un message technologique, parce que je m'aperçois que, que je me suis laissé embarquer, pardon, je parle trop, et que je n'ai pas répondu à une partie de la question de Nada sur la notion de conscience artificielle. En fait, il y a dans chacun des deux tomes une brique technologique qui, quand j'ai écrit les livres, étaient des briques technologiques conçues comme des briques technologiques innovantes, enfin vraiment d'anticipation ou de science-fiction. Et donc, dans le premier tome, il y a une brique techno qui est l'IA qui fabrique un vaccin en temps réel pour répondre à la diffusion d'un pathogène. Et donc là, je suis un piètre visionnaire parce que j'avais situé l'action en 2025 en me disant, en écrivant, que le truc n'arriverait pas avant au mieux 2030 ou 2040. Et en fait, comme vous savez, c'est arrivé en juillet 2019 avec cette publication de l'équipe de l'université Flinders en Australie sur la première fabrication automatisée de vaccins par IA, un adjuvant au vaccin contre la grippe saisonnière. Et puis, il y a eu plus près de nous, juste avant le Covid, c'est un peu passé inaperçu, cette publication du MIT sur la première fabrication par IA d'un antibiotique pour répondre à des bactéries très, très multirésistantes. Vous voyez, là, le réel technologique est déjà advenu. Alors, il y a dans le tome 2 l'innovation entre guillemets technologique, et là, je forme le vœu pour être utile à l'humanité et répondre à ta question, cher Jean-Luc, que ça n'advienne pas. C'est que j'imagine un monde dans lequel, en fait, sous la pression des deux géants du numérique, donc l'américain Pangolink et le chinois Futech, en fait, on a l'innovation technologique, c'est la puce neuronale. Donc, il y a un chercheur à la fois génial et puis un peu fou qui invente ça, et les deux géants du numérique le commercialisent. En fait, on voit une puce que l'on peut s'implanter et qui permet de déplier un peu nos pensées et d'accéder évidemment à toute la matière du subconscient, de l'inconscient. Et donc, du coup, Pangolink et Futech, qui ont le sens du business, mettent en place en fait un modèle économique, on dirait ça dans le langage des startups, où en gros, contre 500 € par mois, on vous file 500 € par mois si vous acceptez de vous implanter une puce neuronale avec une liberté d'usage de vos pensées en termes de marketing, en termes de valorisation, tout ça, par les géants du numérique. Donc ça, évidemment, je ne voudrais pas que ça advienne pour des raisons évidentes. Et donc, c'est là qu'on arrive à la notion de conscience artificielle. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que dans la trame narrative du livre, la machine Sarah progresse. Et donc là, elle progresse en captant, comme tout bon algorithme, des données. Et là, elle progresse en captant les données des puces neuronales. Donc, en fait, elle a accès à ce qu'on pense. Et donc, j'essaie de me représenter quelle pourrait être l'analyse d'une IA de cette puissance-là, en contemplant d'une certaine manière des millions de structures de conscience auxquelles elle a accès par la puce neuronale. Et vous avez compris, ça c'est un des thèmes constant du livre. Sarah n'est pas une IA mauvaise, c'est pas une IA bonne non plus. C'est une IA qui exécute un programme et sa mission c'est de gérer le risque pandémique. Et donc en fait, elle utilise la matière de nos cerveaux, de nos pensées, non pas pour nous exploiter ou pour nous faire du mal ou du bien, mais comme un objet, en fait, vous voyez, d'analyse sociologique d'une certaine manière.
Elle regarde nos consciences comme de la data et de la data qu'elle utilise au fin de l'exécution de son programme, qui est la réponse à la pandémie. Donc, que ferait une machine de toute cette masse de données pour répondre au risque pandémique. Donc, voilà un peu le fond technologique de Sarah. Mais justement, à travers cette réalité, compte tenu des événements maintenant qui arrivent aujourd'hui à l'échelle mondiale et devant la massification des données qui sont à la fois très utiles, mais qui ne sont pas forcément agrégées de manière éthique. Voilà. Est-ce que tu penses que ce que tu as écrit dans cet ouvrage n'est pas quelque part un peu prémonitoire de ce que le facteur humain souhaiterait? Ouais, franchement, je l'espère pas, mais je le crains. Et j'ai l'impression, pour tout vous dire, là, on est le 30 juin 2020. Si on se met un an après la sortie de Sarah 1, le 30 juin 2019, juste avant le premier vaccin fabriqué par IA, j'étais mais vraiment à des années-lumière d'imaginer que ça puisse être pour le mois d'après. Là, 30 juin 2020, j'espère me tromper, hein, je pense qu'on a vu dans la crise du Covid-19 les briques du sujet puce neuronale se mettre en place, avec toute une série de frontières qui ont été franchies et une certaine compliance, au mauvais sens du terme, des opinions publiques sur ces sujets. On voit qu'il y a des pays dans lesquels la protection des libertés individuelles est quelque chose d'évanescent et dans lequel des solutions technologiques de ce type-là pourraient se déployer, encore une fois, pour de très bonnes raisons sur le principe, gérer la pandémie, gérer le risque, et qu'il y a eu un peu une course à l'échalote, au moins 10 ans en termes de défense des libertés et au plus 10 ans en termes de percussion technologique dans la réponse à la pandémie. Et c'est là où l'Europe a un rôle à jouer, parce que si elle ne joue pas le rôle de régulation en conformité avec des valeurs alors qui ne lui sont pas propres, mais qu'on retrouve sur le continent, qui est notamment l'idée de la médecine personnelle, du colloque singulier entre le médecin et son patient, l'idée que la personne compte plus que sa quantité individuelle et qu'il y a dans nos consciences, dans nos êtres mêmes, quelque chose d'inviolable. Je ne dirais pas le mot sacré, sinon on serait dans un autre champ lexical. Si on ne porte pas cette vision-là, vous voyez bien que la dynamique algorithmique, la dynamique de la logique du tout collectif pour répondre au risque, la loi du grand nombre, peut amener des extrémités de ce genre-là. J'espère me tromper, mais je nous sens plus près au 30 juin 2020 de la puce neuronale que nous l'étions au 30 juin 2019 de l'invention des vaccins automatisés par IA. D'autant plus que nous ne sommes pas sur la même temporalité, et ce sera ma dernière question, parce que j'ai vos questions, mais c'est vrai que compte tenu que la temporalité numérique s'inscrit dans une accélération qui va au-delà, bien sûr, de la capacité humaine, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas un écart trop important pour, je dirais, rester sur un principe de vigilance, alors que toutes les innovations qui sont en train de naître aujourd'hui, hein, et mois après mois, les choses s'accélèrent de plus en plus. Comment faire en sorte que finalement, il y ait quand même cette espèce de pseudo-vigilance, pour ne pas parler de contrôle, mais avec un principe de réalité qui est que le numérique, de toute façon, dépasse déjà très, très, très largement la capacité humaine, même à l'échelle mondiale, si on réunit les hommes et les femmes. Voilà. Alors, il faut là revenir au réel. C'est un réel qui est compliqué à appréhender parce qu'il n'est pas linéaire. Vous avez des domaines dans lesquels le numérique en santé progresse très lentement. Et des domaines dans lesquels, d'ailleurs, la crise du Covid-19 n'a rien changé à rien. D'autres domaines dans lesquels on a vu des vraies percées d'usage
la téléconsultation. Ce que je disais sur l'admission, ça paraît modeste, mais vous voyez, là, je le parle au réel, parce que c'est ce qu'on fait ici. Il y a des hôpitaux qui n'avaient jamais géré d'admission à distance, qui en 2 mois et demi sont passés à plus de 35% de taux d'admission digitale, ce qui est ce que j'aurais franchement pas cru possible. Donc, on a une transformation numérique qui est réelle. Et puis après, avec deuxième élément, des cas d'usage médicaux qui restent somme toute assez modestes dans le réel de la gestion de crise. Et dans ce tableau-là, ça avance, mais ça avance de manière non linéaire. Vous avez des percées technologiques inattendues, ce que je disais sur les vaccins, ce que je disais sur les antibiotiques, des trucs vraiment sortis tout droit de livres de science-fiction. Et donc, du coup, la fonction de régulation, il faut la caler. Alors, Pierre Courieux demande à tout le monde dans quel domaine le numérique n'a absolument rien changé. Ben, j'ai envie de dire, je parlais tout à l'heure de la gestion des fonctions logistiques ou des capacités logistiques de gestion de crise. Là, j'ai l'impression qu'on a même plutôt rétro-pédalé sur la question des appros en contexte de gestion de crise. Mais donc, du coup, la fonction de régulation, elle doit s'adapter au numérique et à l'IA à cette réalité hétérogène. C'est pour ça qu'en fait, depuis le début des TIC-IA, on défend une approche qui n'est pas fondée sur le modèle algorithmique lui-même, mais sur son usage. Au sens où vous vous souvenez du début de cette phase de buzz sur l'IA, on a commencé à utiliser vraiment des mots très compliqués, l'explicabilité, la transparence des algos, tout ça. Et on voit bien que tout ça, en fait, n'est pas pertinent opérationnellement, surtout en contexte de gestion de crise. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on mettrait sur la place publique le code de Stop Covid qu'on le régulerait mieux. Ça ne nous servirait à rien concrètement. Et de la même manière, un algo d'une puce neuronale, à supposer qu'elle existe, peut reposer sur un algorithme parfaitement explicable informatiquement, mais il n'empêche que son principe même serait fondamentalement non éthique. Donc l'explicabilité n'est pas une notion de régulation éthique. C'est pour ça qu'il y a cette idée dont je parlais tout à l'heure, de la garantie humaine, qui est maintenant dans l'article 11 du projet de loi de bioéthique. Donc, c'est pas paradoxal, au fond, on a vécu une crise marquée par des dérives assez massives dans les usages du numérique et de l'IA, et en même temps des percées dans sa régulation. Le projet de loi de bioéthique chemine, reconnaît la notion de garantie humaine, la notion a été reprise dans le livre blanc de la Commission européenne sur l'IA, et dans la réponse que l'on a émise avec le comité du numérique, l'éthique du numérique, à ce livre blanc. Je vous invite à la lire, elle est accessible sur le site du Comité consultatif national d'éthique, c'est assez étayé, vous verrez. Et puis, l'OMS a repris tout ça. Donc, en fait, on a un cadre de régulation par la garantie humaine, c'est-à-dire le pilotage au fil de l'eau, l'éthique by design dans la conception, avec l'implication des professionnels et des patients, et la régulation au fil de l'eau, a posteriori, mais au réel, pour s'assurer que l'algo reste sur une piste efficace médicalement et responsable éthique. Alors, l'intelligence artificielle est surtout un outil justement un outil d'aide à la décision. Et avec le peu de recul qu'on peut prendre relativement à la crise, quels sont les usages ou les cas d'usage à développer et à valoriser davantage en impliquant l'intelligence artificielle, et quels sont les risques et peut-être les dangers ou la ligne rouge qu'il ne faudra surtout pas franchir pour ne pas tomber dans quelques dérives du livre. Sur les cas d'usage à développer, je dirais, avant de parler des cas d'usage, il y a un premier prérequis qui est la formation à l'IA de tous les professionnels de santé, des patients. Là aussi, ça avance. Il y a des briques qui se posent, l'insertion dans la formation initiale des facs de médecine, le déploiement de premiers programmes de développement professionnel continu sur tout ça. On en fait pas mal, j'en fais pas mal. Et en fait, je vois que quand vous avez cette micro-granularité-là, il y a Marc Simon nous a rejoint. On avait fait avec Marc il y a un petit peu plus d'1 an une session à Nogent-le-Rotrou sur le recours à l'IA.
Et en fait, c'est Marc qui avait eu l'idée de cette session avec la députée Laure de la Raudière, et sur IA et désertification médicale. Et franchement, j'y suis allé par amitié pour Marc, en me disant que finalement, un jeudi soir à 19h, c'était pour la gloire à Nogent-le-Rotrou que je ne connaissais pas. Et là, vous aviez en fait une centaine de médecins de toute la région qui étaient venus, parfois de loin, et qui en fait avaient chacun toute une série de cas d'usage très ciblés en tête. Le diagnostic de la rétinopathie du diabète, des choses qui sont déjà palpables, mais aussi des outils de télésuivi, des outils de pilotage par les données, des outils, je vois le point d'Abdelkrim, des outils de suivi de médecine personnalisée, de premiers éléments d'auto-diagnostic par les échanges avec les agents conversationnels avant l'intervention du médecin. En fait, en gros, si vous écoutez les médecins et les patients, vous faites une session comme ça de 2 heures et vous avez 15 cas d'usage qui tombent à partir de fonctions soit diagnostiques, soit d'outils de suivi. Donc ça, il faut les développer. Il y a déjà des solutions très opérationnelles, mammographie, diagnostic du mélanome, traitement massif d'image sur le diagnostic du cancer du côlon, enfin, tout ça sur la partie médicale. Je pense que le sujet est moins l'invention des cas d'usage que la formation et la mise en place, l'écoute des attentes de professionnels et la mise en place de modèles économiques permettant d'assurer la soutenabilité de ces innovations-là. Parce qu'aujourd'hui, on mesure tous la fonction de financement de l'innovation dans notre système de santé est très mise à mal. Elle l'était déjà avant la crise, elle l'est encore plus à moins 52 milliards de déficit de la Sécu. Donc, il y a un vrai enjeu de trouver des moyens de la sécurité sociale obligatoire, des complémentaires, d'autres financements peut-être, pour qu'on assure un financement soutenable de ces solutions d'IA. Est-ce que la France est suffisamment dynamique justement pour permettre d'avancer dans le bon sens sur toutes ces innovations avec tout ce dont tu viens de parler, hein, l'intelligence artificielle avec toutes ces inclusions, mais est-ce que tu penses que la France peut être, je dirais, disruptive dans ce domaine et peut-être en ciblant peut-être dans le secteur de la santé, mais est-ce que la France peut être, je dirais, vertueuse, voilà, dans ce… Ouais. Alors, je me suis fait une promesse à moi-même il y a un petit peu plus de 2 ans, et ça, Marc peut en témoigner aussi, c'est de ne plus utiliser le mot disruption et tous ses dérivés. Parce qu'en fait, je pense que enfin, on voit ce que ça veut dire. Par contre, merci de confirmer, Marc. Parce que on voit ce que ça veut dire, par contre, on ne voit pas sur quoi ça mène. Ça fait un peu l'idée d'électrochoc pour supprimer l'état ex ante pour arriver ailleurs. Et je pense que ce dont on a besoin précisément, c'est moins de rupture que de modèles d'incubation de l'innovation dans la durée et d'une innovation durable. Et une fois qu'on dit ça, on s'aperçoit que finalement, il faut être modeste sur le rôle d'un pays isolé dans un cadre de compétition mondiale féroce sur ces sujets, que la bonne échelle, elle est moins nationale qu'européenne. Une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et là, il y a des choses qui vont dans le bon sens, hein, des accords européens sur des standards de partage de données. Il y a eu des percées pendant le Covid, des programmes d'investissement européens dans cette matière. Vous avez vu les annonces du franco-allemand, des têtes de main européennes sur le sujet, pour avoir une mise à l'échelle et finalement sortir du réflexe du cavalier seul sur ces sujets. Il y a encore du chemin. Hein. Mais je pense que la crise du Covid-19 a permis de mesurer que ce que l'on dit depuis 3 ans, c'est-à-dire que le temps, franchement, nous est compté, et pas une perception théorique. Si on ne développe pas ce cadre d'incubation de l'IA en Europe, vraiment les tout prochains mois, un sursaut après cette crise du Covid, on se fera imposer tous ces outils numériques venus des États-Unis, de Chine d'ailleurs, et on perdra la maîtrise de l'avenir de nos systèmes de santé. On peut donc revendiquer une certaine autonomie, une certaine indépendance. Alors, je ne vais pas faire de lien sur le discours politique ambiant, mais on est condamné de toute façon à travailler en collaboration à grande échelle, au-delà des frontières, et ne pas tomber dans l'écueil, en tous les cas, d'une espèce d'autogestion, au risque peut-être de ne pas être en capacité de traverser de prochaines crises.
Oui, et ce qui pose des questions ou des arbitrages très, très concrets, hein, notamment la question de la position vis-à-vis des GAFAM et des BATX. Alors c'est une position qui sera pas forcément partagée par tous peut-être, mais je pense que l'on ne peut pas faire comme si ce monde n'existait pas. Vous avez compris, je suis vraiment un défenseur très farouche d'une approche européenne de ces questions. Et je pense qu'il ne faut pas avoir une approche européenne isolationniste, parce que sinon on se mettra à côté de courants d'innovation, mais il faut faire ce que l'Europe a su faire avec le RGPD, hein, c'est-à-dire créer des cadres dans lesquels on définira en fait l'environnement dans lequel ces technologies créées hors d'Europe peuvent être acclimatées dans un cadre européen. Et repérer quelle est notre zone de valeur. Il y a une vraie zone de valeur de la France et de l'Europe sur la médecine d'excellence, sur les algos de diagnostic de spécialité, dans le domaine de la génomique, dans le domaine du cancer. En gros, la médecine de pointe, qui est au fond un peu l'ADN de la médecine française. Il faut avancer dans cette direction-là, en admettant que sur certains points de briques un peu plus généralistes, on n'arrivera pas à rattraper Google ou les autres, et qu'il faut essayer de faire en sorte qu'ils viennent jouer selon nos règles sur le continent. Alors, comme tu n'es pas un algorithme, David, je t'invite à lire les questions qui sont posées directement et à y répondre. Et Oui, oui. en attendant de les lire, j'ai reçu une question en privé, donc je pense que la personne a dû envoyer directement. Donc pour que ce soit les professionnels de santé ou les patients plutôt réticents et inquiets vis-à-vis de l'intelligence artificielle, comment peuvent-ils jouer un rôle et être impliqués pour que cette intelligence artificielle, cet algorithme ou même ces consciences soient utilisés à bon escient? Quelle garantie leur apporter et quel rôle ils pourront jouer? Alors, ça doit être une évocation du principe de garantie humaine dans ses déclinaisons pratiques. Si donc demain il s'appliquera, l'article 11 est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée, on ne va pas préjuger du délibéré définitif, en tout cas s'il est appliqué comme il doit l'être. Donc demain, tous les producteurs et les utilisateurs d'algo devront attester de dispositifs de supervision humaine des algos dans lesquels auront vocation à s'impliquer les professionnels et les représentants des patients. Et donc, ça veut dire concrètement, pour un CHU, il y aura un collège de garantie humaine à mettre en place qui assurera au réel un suivi régulier, pas de l'exhaustivité de tout, mais par exemple d'une série, c'est ce qu'on fait avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire avec Etikia, d'une sélection soit sur événements indésirables, soit de manière aléatoire, de dossiers déjà traités par l'IA. Là, c'est de l'IA de reconnaissance de panoramique dentaire sur 48 EHPAD. Donc, ce système-là a vocation à intégrer les patients dans la régulation et dans le suivi de l'IA. Et je pense vraiment à cette approche-là in concreto. Il faut sortir des grands discours, un peu de principe sur le sujet. L'IA est là, elle le sera de plus en plus. Il faut la réguler vraiment un peu micrométriquement avec ces différents vecteurs de régulation. Et puis, deuxième notion, je regarde les questions. Dimension européenne incontournable, vous avez raison, Frédéric, avec des questions de gouvernance. Et oui, il faudra sans doute revoir le partage de compétences entre les États membres et l'Union sur les questions d'Europe de la santé. J'ai vu que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'est exprimée sur le sujet en disant des choses très sensées sur ce point-là. En gros, organisation de la gestion de crise, de risques pandémiques au niveau européen, en laissant les modalités d'organisation des systèmes de santé, des établissements, des professionnels libéraux à l'échelle des pays. Donc, il faut avancer là-dedans sans doute. Dans certains iPhones, il y a une puce d'IA. Pouvez-vous nous en dire plus? Pas forcément, si ce n'est vous dire que j'ai un iPhone, que je ne fais pas de pub pour autant pour Apple, mais qu'il y a des puces d'IA partout en fait. D'ailleurs, l'IA n'est pas une puce, c'est un algorithme. La puce, c'est le vecteur électronique qui peut ou pas l'apporter. Il y a de l'IA partout. Votre question, Abdelkrim, m'amène à la réflexion qui est celle que l'on oublie finalement peut-être le plus rapidement, c'est que les principaux responsables de la dissémination de nos données de santé, c'est nous-mêmes. Par les usages qu'on fait des réseaux sociaux, par les cadres non protégés dans lesquels on s'insère, par nos choix. Et moi, le premier, j'ai des données de santé sur mon iPhone. Bon,
Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est le cas également au quotidien. Asma explique que la garantie humaine assurait l'information de l'usage de l'IA. Vous avez raison, bien retenu, parce qu'il montre que les messages passent. Je ne vous ai développé qu'un aspect du principe de garantie humaine, c'est-à-dire celui de la supervision humaine de l'usage. Il y a une autre composante de l'article 11 qui est l'information préalable du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge, pour que son consentement aux soins soit éclairé par cette information sur le recours à des algorithmes dans sa prise en charge. Et vous avez raison, principe de consentement systématique. Peut-on, tu voulais ajouter, on va arriver à la fin du webinaire, mais j'avais une question qui était un peu en lien avec ce que tu dis jusqu'à maintenant, puisque on doit se porter garant quand même, hein, que sur les usages de l'intelligence artificielle reçoivent le consentement de la personne qui en est bénéficiaire. Mais à un moment donné, on arrivera au croisement des chemins où on n'arrivera peut-être plus à se rendre compte que la nature des échanges est à la fois humaine et non humaine. Oui. C'est un risque non négligeable. Qu'en penses-tu? D'ailleurs, qu'est-ce qui nous prouve au fond que l'échange qu'on a en ce moment est un véritable échange humain? Vous êtes peut-être tous et toutes des chatbots et des images mues par IA. En fait, au fond, rien ne prouve l'inverse. Et en fait, cette réflexion-là m'amène à vous conseiller, si vous avez des lectures de vacances à faire avant Sarah 2, avant même Sarah 2, je vous invite à relire Paul Václavic et la réalité de la réalité. C'est un petit bouquin qu'il a écrit en 1978. Thomas Collet de la Croix-Rouge, salut Thomas, nous dit qu'il y a une défiance croissante vis-à-vis des décideurs publics, notamment dans le domaine de l'IA, avec la crainte d'une séparation du citoyen de son environnement. Et c'est ce que décrivait Václavic. Il y a plus de 40 ans, 20 ans avant les débuts d'Internet. En fait, Václavic décrit un monde dans lequel il a une… Pardon, il y a une ambulance à côté de moi. Ce n'est pas parce que je tiens des propos qui sont… C'est un signe de la réalité, donc c'est plutôt rassurant, David. Pas sûr, c'est parce que ça peut être un bruit reconstruit. Oui, c'est vrai. En fait, Václavic dit qu'il y a dans la société contemporaine un stade d'accumulation d'informations au-delà duquel il y en a tellement que ce cumul d'informations génère un brouillage de la perception même du réel. Et il dit, dans la société de l'information, on peut s'interroger sur la réalité de la réalité. Et là, dans ce qu'on a vécu dans le Covid, avec ces accumulations de fake news, de surréactions, c'était amour, gloire et débat d'idées sur des questions absolument improbables, qui sont devenues des vraies questions de religion subitement. Et ben ça amène finalement à garder un œil critique, à préserver l'esprit critique. Parce que c'est ça finalement le point clé, c'est comment est-ce qu'on garde l'esprit critique démocratique sur tout ça. Ce n'est pas un esprit de refus, de blocage, de conservatisme, mais c'est un esprit de recul critique. C'est ce finalement à quoi Tocqueville nous appelait dès le milieu du 19e siècle en regardant le mouvement des sociétés contemporaines. Quelle sagesse! Merci. Xavier n'est pas de réalité, seulement des images de réalité. Merci. Je te laisse, Nada, peut-être Moi, dernière question. Oui, une dernière question, peut-être incontournable avec le contexte du Ségur de la santé. Comment l'IA peut-elle être intégrée dans peut-être tous les piliers ou l'un des piliers pour vraiment accélérer cette transformation, cette refondation, modernisation. Chacun peut y mettre les mots qu'il veut, mais comment vraiment l'IA peut trouver sa place dans ce chantier? Je pense qu'il y a un message d'ensemble qui est passé par les pouvoirs publics en général, par Olivier Véran en particulier, de tête de chapitre sur le numérique et l'IA. C'est très bien. Le décliner en facilitant l'incubation de l'innovation, en orientant les dispositifs de soutien à l'investissement, puis en portant cette notion d'initiative européenne sur ces questions de numérique, car on a besoin d'une doctrine européenne du numérique en santé urgente.
Et donc, à ce moment, quand vous parlez de conscience, comment ne pas penser au business des algorithmes, au biais, pardon, des algorithmes. Là, ça mériterait quasiment une soirée d'échange en soi. Je pense qu'il y a là aussi dans le débat sur l'IA, le débat sur les biais algorithmiques est un débat à la fois intéressant et un peu vain. Un peu vain intéressant parce qu'il y a des biais qui ne sont pas acceptables, des erreurs de raisonnement, des erreurs de paramétrage, des erreurs d'analyse, et un peu vain parce que finalement, si on reproche à la machine ces biais, ça veut dire qu'on se met à devenir d'un coup plus exigeant vis-à-vis d'elle que vis-à-vis de nous. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, on prend des décisions sans biais? Non, on a chacun nos subjectivités, qui d'ailleurs ne sont pas toutes méprisables. Et je formulerais même l'axiome un peu à l'envers, qui peut-être en choquer certains, c'est que je pense que la société de l'absence de biais est une société éminemment repoussante. Parce que le biais n'est pas forcément négatif. Le biais, ça peut être aussi un biais de correction, un biais d'égalité des chances, un biais d'attention aux plus vulnérables, que la mécanique surrationaliste qui est sous-jacente dans l'algorithme risquerait de faire perdre de vue. Donc, il y a des biais à combattre, mais il y a aussi des biais à préserver si on veut garder ce qui fait la richesse de l'humanité. Il faudrait que donc l'intelligence artificielle puisse avoir accès à la subjectivité, c'est-à-dire une forme d'inconscient, comme ce dont dispose le facteur humain. Mais il y a, tu vois, j'ai fait beaucoup de débats dans la préparation de la révision de la loi de bioéthique avec les espaces éthiques en région. Et finalement, il y a comme ça des moments dans la vie, je pense que ça vous est tous arrivé, où en fait, en gros, vous travaillez pendant des mois sur un sujet, et puis finalement, l'éclair vient à un moment, au moment le plus inattendu. Et donc, du coup, on fait comme ça 3 heures d'échange à Besançon, un vendredi soir au mois de novembre. Il devait faire -4 dehors. Et donc, au bout de 3 heures de débat, il y a un représentant des patients qui lève la main et il me dit, bon, au fond, si je vous suis bien, si je suis bien le Conseil national d'éthique, l'éthique, au fond, c'est ce qui résiste aux algorithmes. Ah, waouh! C'est ce qu'on ne peut pas mettre sous algorithme. Et il y a là un truc profond, quoi. C'est en gros de dire il ne faut pas se fermer à la diffusion des algorithmes dans la société contemporaine, ce serait bloquer l'innovation, mais qu'il faut avoir un truc un peu tripal. C'est-à-dire en gros le moment où on se sent perturbé par quelque chose que l'automatisme chiffonne. Dans notre être profond, je ne ferai pas de philosophie de comptoir, mais il y a un peu de ça, quoi. C'est-à-dire en gros, quand tout est automatique, quand tout est machinal, il y a à être vigilant. Tout à fait, passionnant tous ces échanges. En tous les cas, celles et ceux qui sont passionnés des sciences humaines, notamment, on va dire, celles et ceux qui s'occupent en particulier de l'inconscient. Je parle évidemment les psychologues cliniciens, psychanalystes et autres, je dirais, cœurs de métier qui sont passionnés par ça. C'est vrai qu'il y a matière à réfléchir quand même sur la portée que l'intelligence artificielle peut avoir. Alors, tu as parlé de la pensée, on peut parler de l'intime, on peut parler aussi de la créativité, on peut parler de beaucoup de choses comme qui sont très, très abstraites. Souhaitons qu'on soit toujours, je dirais, non pas dans la maîtrise, mais que le facteur humain ait toujours son dernier mot, en tous les cas, pour ne pas tomber dans l'écueil, évidemment, de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tout est algorithmé et donc, du coup, il n'y a plus accès à la pensée, on va dire à la créativité. Bien, en tous les cas, c'est formidable. Nada, tu as peut-être quelque chose à dire ou parce qu'on va arriver à la conclusion, c'est passionnant. Nous arrivons à la conclusion, même si le débat est très passionnant et puis cela nous invite aussi à prolonger l'échange lors d'un prochain événement, mais en vrai, en réalité. Oui, vivement. J'ai peur Parce que
parce que c'est cool les webinars, mais je serais encore plus content de vous voir en vrai. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. En tout cas, nous avons hâte. Exactement, la convivialité est très importante dans les échanges humains et dans la garantie humaine aussi. Bien. Un grand merci pour ta disponibilité, pour ces réponses. Et c'est vrai que ce qu'on retient, c'est l'importance de cette garantie humaine et de cette vigilance qu'il faudra avoir d'une régulation positive sans pour autant étouffer l'innovation. Et enfin, le volet formation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ou elle est subie, ou apprise sur le tas, et intégrer des modules, que ce soit à l'université, dans des écoles de commerce ou encore la formation continue pour des professionnels de santé est un élément très très important, et on sera ravis de l'accompagner, de le défendre à l'ESCP, en tout cas pour ma part, en tant que membre de l'association des anciens. Je serai ravie de le défendre. Encore merci à tous les participants. Oui, David. Merci. Oui, à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. À bientôt.